Comment aborder l'AVC et la fibrillation auriculaire avec mes patients? Lorsqu'un patient se présente à votre cabinet ou à l'urgence et qu'il est déterminé qu'il souffre de fibrillation auriculaire ou FA, la sensation de palpitation sera le symptôme dont le patient mentionnera le plus couramment. Chez les patients atteints de FA, la fréquence cardiaque peut être rapide et ceux-ci peuvent même éprouver, à l'occasion, un malaise dans la poitrine ou être essoufflés. Dans bien des cas, les patients sont souvent asymptomatiques et la plupart ignorent que la FA fait en sorte que leur risque d'accident vasculaire cérébral, ou AVC, soit plus élevé. La prévention de l'AVC est l'aspect le plus important en présence de FA et, par conséquent, doit être mise au premier plan. Il est important que les patients comprennent que 30 à 50 des AVC sont mortels dans l'année qui suit et que 60 des AVC entraînent une invalidité. Ces taux sont environ 2 fois plus élevés comparativement aux AVC non dus à la FA. Le risque d'AVC chez les patients atteints de FA surpasse grandement les risques associés à l'hyperlipidémie et l'hypertension que nous n'avons aucune difficulté à communiquer à nos patients. De plus, près du tiers des patients atteints de FA ignorent les symptômes courants d'un AVC. Par conséquent, ils pourraient ne pas en reconnaître les symptômes et être victimes d'un AVC. Des données démontrent toutefois qu'une discussion centrée sur l'importance de la prévention de l'AVC permet de combler cette lacune. Dans le cadre de vos discussions avec vos patients atteints de FA, divers points clés devraient être abordés. Qu'est-ce que la fibrillation auriculaire ou FA? La fibrillation auriculaire est un trouble du rythme cardiaque courant qui touche plus de 350 000 Canadiens. Ce trouble est souvent observé chez les personnes atteintes d'une maladie cardiaque ou pulmonaire ou qui souffrent d'hypertension. En présence de fibrillation auriculaire, le risque d'AVC est 5 fois plus élevé. La FA est également en cause dans 20 des AVC. Quelles sont les stratégies utilisées pour traiter la FA? Maîtrise de la fréquence cardiaque, c'est-à-dire la ralentir à l'aide de médicaments afin qu'elle revienne à la valeur normale. Maîtrise du rythme cardiaque par l'entremise de médicaments et possiblement d'ablation par cathéter afin d'atteindre et maintenir le rythme sinusal. Aucune étude n'a démontré la supériorité nette d'une ou l'autre de ces stratégies. Par conséquent, la décision est basée en grande partie sur ce qui permet de mieux maîtriser les symptômes du patient. Peu importe la stratégie adoptée, l'anticoagulothérapie est essentielle pour prévenir l'AVC. Qu'est-ce qu'un AVC dû à la FA? Il s'agit le plus couramment d'une obstruction au niveau d'une artère, laquelle empêche le sang de se rendre au cerveau. En présence de FA, cette obstruction est due à un caillot de sang en provenance du cœur. Quels sont les signes d'AVC auxquels devraient porter attention les patients? Les symptômes de l'AVC les plus courants comprennent une faiblesse ou un engourdissement sur un côté du corps, une difficulté à parler et ou des troubles de vision. Que devrait faire le patient qui subit un AVC? Le patient doit composer le 911 et se rendre à l'hôpital le plus près de chez lui afin de recevoir un traitement visant à dissoudre le caillot de sang. Quelles sont les répercussions possibles chez le patient qui a un AVC? L'AVC pourrait n'avoir que peu d'effets à long terme, mais bon nombre de patients meurent des suites d'un AVC ou présentent une invalidité. C'est pourquoi la prévention est importante. Comment calcule-t-on le risque d'AVC d'un patient? Les échelles SHADS-2 et SHADS-VASC peuvent être utilisées pour calculer le risque d'AVC. Les nouvelles lignes directrices canadiennes sur la prévention de l'AVC due à la FA facilitent cette tâche. Il est recommandé d'instaurer un traitement si le patient a plus de 65 ans ou en présence de tout autre facteur de risque d'AVC. Comment peut-on réduire le risque d'AVC d'un patient? L'administration d'un anticoagulant permet de réduire le risque d'AVC d'au moins 66 %. Que dire de l'AAS? L'administration d'AAS ne réduit pas le risque d'AVC aussi efficacement que les anticoagulants, soit de seulement 33 %. Les patients auront également des questions au sujet du risque d'hémorragie, et l'échelle ASBLED peut être un outil utile pour montrer aux patients les facteurs qu'ils peuvent modifier afin de réduire leur risque d'hémorragie. Toutefois, il est important pour les patients de comprendre que les données disponibles indiquent qu'il est plus important de réduire le risque d'AVC que d'éviter la prise d'anticoagulants pour réduire le risque d'hémorragie. Il est habituellement possible de maîtriser toute hémorragie qui pourrait survenir sans anticoagulothérapie, alors que les patients victimes d'un AVC dû à la FA n'ont environ qu'une chance sur 3 de se rétablir complètement. Les données disponibles corroborent l'utilisation d'anticoagulants pour prévenir l'AVC et les lignes directrices canadiennes sur la FA appuient cette pratique. Les médecins surestiment souvent le risque d'hémorragie, mais sous-estiment le risque d'AVC et, par conséquent,
prescrivent peu d'anticoagulants aux patients atteints de FA. Il est intéressant de souligner qu'un article publié en 2014 a révélé que les patients craignent davantage d'avoir un AVC qu'une hémorragie. Bien qu'ils préféraient un AVC mineur à une hémorragie majeure, les patients considéraient qu'avoir un AVC modéré était aussi grave que la mort et qu'un AVC majeur était pire encore que la mort. Étant donné que la plupart des AVC dus à la FA sont modérés ou graves, les patients préféraient, après discussion, se voir prescrire des anticoagulants. Il est donc temps de nous y mettre et de faire en sorte que nos patients sachent que la prévention de l'AVC dû à la FA est tout aussi importante que la maîtrise de leurs symptômes. Leur vie pourrait en dépendre.